Et si ce qui limitait le plus le développement de notre sensibilité était notre importance personnelle. Bonjour à tous. Nous allons aborder la deuxième initiation qui correspond au fait de se libérer de l'émotionnel et donc de ne plus être dirigé par celui-ci. Mais se libérer de l'émotionnel n'est en aucun cas se couper de notre sensibilité. Au contraire, elle doit se développer à l'infini, mais progressivement comme notre conscience. La sensibilité permet de capter des informations de plus en plus subtiles qui doivent être décodées par le mental supérieur. Quand cette sensibilité est ramenée à soi, c'est ce qu'on appelle l'émotionnel. Et il est géré par le chakra du plexus solaire. Par contre, quand elle est ramenée à l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le cœur, et là, il est géré par le chakra du cœur. Mais n'allons pas trop vite. Revenons à l'importance personnelle. Nous avons tous constaté, chez nous et chez les autres, cette habitude de ramener toujours tout à soi. Ce qui a tendance à déformer la réalité, ou du moins à en exclure différents aspects ne correspondant pas à nos attentes ou à notre vision du monde. Dans un premier temps, cela permet de découvrir et de renforcer notre individualité. Mais ce mécanisme nous empêche inévitablement d'avoir une perception globale. Pour commencer, faisons un point sur les fonctions du corps émotionnel. Dès le plus jeune âge, il permet de découvrir ce que nous aimons ou pas. Et c'est ce qui va nous aider à nous définir dans notre représentation intérieure, mais aussi pour l'extérieur. Il permet de repérer nos spécificités. Par exemple, un enfant pour se définir pourrait dire « moi j'aime les maths, mais pas trop le français. Ma couleur préférée est le violet et j'adore faire du sport, surtout du volley. » Inconsciemment, il cherche à dessiner les contours de qui il est. En fait, le corps émotionnel est un moteur important dans la vie. On a de l'énergie pour faire ce que l'on aime et puis beaucoup moins pour ce qu'on n'aime pas. Il nous met en mouvement physiquement, mais aussi plus subtilement pour des remises en question. Et peut-être vis-à-vis de nous-mêmes ou de ce qui nous entoure. Mais la difficulté est que quand nous sommes dans l'incapacité de nous remettre en question, de mettre du sens sur notre vécu, nous avons tendance à nous enfermer en nous identifiant à ces émotions. On a tous croisé une personne qui s'est identifiée à sa colère. Et son vécu journalier lui donne évidemment matière à l'entretenir. Elle est conditionnée, prédisposée à vivre et à exprimer cette émotion. Pour échapper à ce mode de fonctionnement, elle devra remonter à l'origine, à la cause fondamentale de cette émotion, pour pouvoir s'en libérer. Sinon, elle restera persuadée que c'est un trait de caractère de sa personnalité, voire même son identité. Le corps émotionnel est aussi le corps du désir. Ce désir est la source majeure de motivation pour l'humanité tout au long de son évolution, et donc de la construction de son individualité. Et il en existe différents types. Les désirs physiques avec la nourriture, la sexualité, les désirs sensibles avec le besoin d'émotions fortes, l'envie de sécurité, et aussi des désirs d'évolution, menant vers la connaissance et la sagesse. La palette est vraiment très vaste et variée. Mais pour autant, tous les désirs ne sont pas forcément bons pour nous ou pour l'ensemble. Ils sont même parfois décrits comme les forces de la tentation. Et l'un des pièges majeurs est que le désir est facilement soumis à la manipulation. L'exemple flagrant est la publicité. Elle cherche à susciter le désir des consommateurs en dépit de leurs réels besoins. Cette manipulation émotionnelle est également fréquente sur l'opinion publique à travers les médias, les films et même les politiciens qui ne manquent pas d'instrumentaliser des faits divers. Et bien souvent, c'est fait en pensant faire le bien. Ils mettent en avant leurs opinions, leur vision du monde, mais en omettant les causes profondes et globales qui ont engendré le problème, ou du moins les aspects leur étant les moins avantageux. C'est pourquoi il est très important de développer notre sensibilité et notre discernement mental pour éviter de se faire trop balader. Sans oublier, nous pouvons aussi ne pas être très objectifs et chercher inconsciemment à valider nos opinions. C'est une des façons dont notre propre émotionnel nous manipule. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des biais cognitifs. À ce moment-là,
le corps émotionnel impacte et manipule le mental, encore insuffisamment développé. Mais revenons à la sensibilité. Quand elle se développe chez une personne encore trop centrée sur elle, cela va générer des yo-yo émotionnels forts, pouvant parfois aller jusqu'à l'incapacité de vivre en société. Aujourd'hui, les personnes hypersensibles en sont le symbole. Elles nous montrent aussi l'identification de l'ego à cette sensibilité exacerbée. Moi, je suis sensible. Mais bien souvent, sous l'apparence de la compassion, de l'amour des autres, c'est un centrage excessif sur soi qui s'exprime. Par exemple, lors du décès d'un enfant, les gens sont tristes pour les parents, mais surtout, leurs émotions sont générées par le fait qu'ils se disent « Oh, si c'était mon fils, ma fille !» et leur imaginaire se met en route. Mais c'est pas sûr que ce soit la meilleure façon d'accompagner les parents en deuil. Cette importance personnelle amplifie le vécu. Tout prend des proportions excessives et là, le corps émotionnel étant à l'origine de l'imagination, il se met en route et puis se fait des films. Une douleur inhabituelle, et ça peut être une maladie grave qui se manifeste. Ou encore le retard d'un proche sans avoir de nouvelles, et là c'est forcément une catastrophe, un accident grave. Constate également que lorsqu'on est identifié à cette illusion d'amour, on peut se retrouver enfermé dans une sorte de mélodrame permanent. Comme j'aime, je m'inquiète. Comme j'aime, je crois savoir ce qui est bon pour l'autre, je m'immisce dans sa vie, mais ça génère des conflits et donc je suis triste. Comme j'aime, si je ne suis pas reconnu, je souffre. Et tout ça vraiment peut être infernal. Une autre façon de vivre ce débordement émotionnel est d'être dans une forme de colère permanente. Les autres ne comprennent rien, la société est décadente, je me sens envahi par la bêtise et la médiocrité. En gros, ils m'énervent tous. Et donc pour me sentir bien, je dois m'isoler. On voit bien dans ces exemples que l'émotionnel, avec l'imagination, donc stimule le mental inférieur et donc son petit vélo. Mais la vertu de cet inconfort, et même de cette souffrance, est qu'elle nous pousse à la remise en question. On va finir par chercher à mieux se comprendre grâce à l'introspection, guidée par la lumière du mental. Tout cela pour nous libérer progressivement de nos illusions et avoir petit à petit une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de la vie. Et tout cela est un passage obligatoire et nécessaire. Puis avec le développement du mental, dans le sens de réflexion, d'analyse, de compréhension des lois, l'émotionnel va être maîtrisé. Le mental supérieur, connecté à l'âme, va permettre de développer un regard plus global et amènera inévitablement au décentrage de la petite personnalité. Et en étant plus exclusivement centré sur soi, nous allons pouvoir de plus en plus ressentir et comprendre ce que l'autre vit, ce qui va changer totalement les relations humaines. Par exemple, lors d'une rupture, qu'elle soit amicale ou amoureuse, la personne qui n'en était pas à l'initiative se sent très souvent trahie. Les projections et les attentes qu'elle avait mises sur l'autre lui ont caché la réalité. La réalité que l'autre avait pris une direction différente déjà depuis quelque temps. Et en sortant de l'égocentrisme, elle peut se rendre compte que l'autre est juste resté fidèle à qui il est aujourd'hui. Ce n'est pas une trahison, mais la recherche d'un nouvel équilibre impossible dans cette relation. La vie est mouvement permanent. Mais bien souvent, l'humain s'accroche à ce qu'il connaît, même s'il est le temps de le lâcher. Elle est aussi une succession de séparations, de petites morts, mais elles sont indispensables pour permettre la création du nouveau, ajustée bien sûr à la conscience du moment. Le développement de la sensibilité doit évoluer conjointement à l'inclusivité. Ce que l'on ressent ou capte n'est plus traité seulement vis-à-vis de soi-même, mais de plus en plus en rapport avec l'ensemble. Nous avons évoqué l'importance du décentrage et le besoin de décoder nos émotions à la lumière du mental. Voyons maintenant ce que cela peut donner avec les émotions principales. Prenons l'exemple du ressassement, ou le fait de ruminer, de tourner en boucle. Il est en lien avec notre refus d'accepter
les événements, un événement qui s'est passé. Mais c'est en acceptant celui-ci que l'on peut être enseigné. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Quelle attitude de ma part a participé au fait que cela arrive? Et ainsi, je peux évoluer dans ma façon d'agir, de comprendre les autres et la vie. La tristesse, elle, est toujours liée au refus de la séparation, et la séparation peut aller jusqu'à la mort. Mais la vie fonctionne comme ça. C'est même ce qui engendre la liberté. Mourir à l'ancien pour pouvoir expérimenter le nouveau. Mais souvent, nous entrons en résistance vis-à-vis de cette loi. Donc quand nous sommes tristes, nous pouvons chercher de quoi nous devons nous séparer profondément. D'une vieille habitude, d'une identification ou même peut-être d'un idéal. Et en parallèle, rechercher ce qui tente d'émerger. Quant à la peur, elle nie notre capacité à nous adapter aux situations. Nous avons oublié qu'en nous sommeillent beaucoup de ressources. Elles sont inscrites dans les mémoires transgénérationnelles et dans celles de notre parcours d'âme. Et du reste, en ce moment, on se focalise spécifiquement sur celles qui nous dérangent. Elles sont dans beaucoup d'approches thérapeutiques une bonne raison de se couper. Mais si on hérite du négatif, on récolte aussi le positif. Tout dépend sur quoi nous nous focalisons et surtout de la façon dont on interprète ce négatif. Ces aspects peuvent être vus comme des marqueurs où nous devons être vigilants. Par exemple, si je me suis senti écrasé dans ma jeunesse par un parent, c'est le plus souvent que je dois résoudre l'équation entre prendre ma place et non pas toute la place. Sinon, je vais moi-même écraser ceux qui m'entourent. Ces aspects négatifs sont là aussi pour nous enseigner. La colère, quant à elle, nous incite à agir pour mettre nos limites. Et certaines personnes ont des réticences à le faire par peur de la séparation ou de leurs excès. Mais si l'on intègre cette responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et que nous osons dire les choses ou poser les actes appropriés, l'émotion de la colère se manifestera de moins en moins. Nous pourrons ainsi, avec l'expérience, exprimer notre autorité sans qu'elle soit abusive. Le décentrage de soi, accompagné du discernement mental, permet d'intégrer nos expériences et donc notre vécu dans un contexte prenant en compte de plus en plus de facteurs. Les lois de la vie, notre époque et son état de conscience global, général, et bien sûr l'autre dans sa diversité. On ne s'énerve pas contre un enfant de 6 ans parce qu'il n'est pas capable de résoudre une équation. Ce serait ridicule. Mais symboliquement, on fait ce genre de choses dans d'autres contextes. Quand nous ne sommes pas objectifs sur la réalité du moment ou sur celle de la personne en face de nous en fonction de son âge de conscience. Aussi, l'émotion mal dirigée a tendance à nous enfermer dans des idéaux personnels parfois irréalistes et déconnectés de l'époque. Un idéal qui s'appuie sur une idée ou une loi fondamentale peut être une ligne directrice, mais doit prendre en compte le temps et l'évolution de la conscience, de notre conscience personnelle, mais aussi de celle de l'époque, et du plus grand nombre pour ajuster nos actes et nos paroles dans une démarche constructive. C'est passer du désir personnel à l'aspiration au bien commun. Et la question fondamentale devient « qui est-ce qui est bon pour l'ensemble ?» sans oublier que nous en faisons partie. Alors maintenant, qu'en est-il quand nous avons ou que nous approchons de cette deuxième initiation? L'émotionnel étant purifié, il ne nous dirige plus. C'est la vision du mental supérieur qui donne maintenant la direction. Cette initiation marque l'entrée dans le monde de l'impersonnalité en se désidentifiant nos aspects personnels. On renonce alors à nos désirs, nos attentes, nos opinions et même à nos passions. À un moment de l'évolution humaine, il est dit que rien ne se fait sans passion. Après la deuxième initiation, il est dit que rien ne se fait sans volonté. Et là, on ne parle pas de la volonté personnelle, mais on approfondira ce sujet le mois prochain. Le désir, donc, n'est plus la source de nos motivations, l'aspiration au bien commun prend la place. Le bonheur personnel n'est plus la quête car, d'une certaine façon, il est réalisé. Le contact avec l'âme, le vécu d'unité, même s'il reste partiel, comble et apaise.
De plus, les émotions se stabilisent. On ne prend plus les choses pour soi directement, car il est évident que chacun fait comme il peut, avec ses blessures, ses peurs et ses projections. Les échanges et la vie en société se pacifient grâce à la compréhension aimante. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus d'émotions, mais elles ne prennent plus les mêmes proportions. Dès qu'une émotion se manifeste, elle est prise en compte et décodée avec le mental. On en trouve la cause profonde et l'on agit pour répondre au mieux à la situation. Alors, la sensibilité accompagnée du discernement mental permet de voir au-delà des apparences et de sortir de nos illusions et de nos mirages. La motivation principale est d'agir pour le bien commun en cherchant ce qui peut être fait ou dit en fonction des besoins actuels, de l'ensemble et de nos capacités. Les attentes personnelles perdent de leur sens. Soutenir l'évolution, l'amour, oui, mais sans s'attacher aux formes transitoires. Comme évoqué pour la première initiation, on se préoccupe de plus en plus des causes et des aspects de conscience. Ce sont elles qui seront à l'origine des futures manifestations et de la révélation de la part divine de l'humanité jusque dans les actes du quotidien. On sort alors des opinions fluctuantes au gré des circonstances et des événements temporaires. On cultive sérieusement l'analyse globale et le ressenti subtil basé sur ce que vit la société et l'humanité. On sort alors du pour ou contre et l'on recherche les propositions derrière les événements. Et cette recherche se fait de plus en plus de façon collective, avec des groupes objectifs ou subjectifs. D'ailleurs, la méditation contribue aussi à cette démarche collective. Elle n'est plus focalisée sur le bien-être personnel, mais sur le fait de chercher à capter collectivement les énergies spirituelles cherchant à s'incarner. On développe aussi la sensibilité au rayonnement des constellations pour s'accorder progressivement au rythme de la planète, puis à celui du système solaire. On devient conscient du besoin de diversité pour réaliser l'objectif commun de révélation de l'amour-unité. Si pendant longtemps nous avons cherché à imposer notre idéal, pensant que c'était le plus valable, nous pouvons aujourd'hui voir et ressentir l'objectif commun au-delà des nombreuses formes. Et on peut ainsi soutenir toute démarche authentique. Un marqueur important aussi est que l'on sort progressivement de l'amour affectif. Plus de préférence ou de rejet. Tout le monde est reconnu et pris en compte de la même façon. Par exemple, si on prend l'exemple du travail, beaucoup vont se dire « oui mais non, je ne supporte pas un tel et je ne peux donc pas le prendre en compte de la même façon que les collègues que j'apprécie ». Mais avec le développement de la sensibilité et du discernement, c'est notre responsabilité d'aller voir ce qui nous dérange pour apaiser les relations. Et si pour une raison nous dépassant, la personne n'évolue pas, nous pouvons l'accepter dans ses limites et nous accepter nous-mêmes aussi dans nos limites. Nous sommes encore tous en chemin. Cette notion d'amour impersonnel, sans préférence ou favoritisme, génère pas mal de résistance. Mais si l'on s'appuie sur l'expérience parentale, ça devient un peu plus clair. Il est naturel de nos jours pour beaucoup de parents d'aimer de façon égale leurs enfants, de ne pas en favoriser un au détriment des autres. Et cela n'a pas toujours été le cas. Et dans le même temps, on peut évidemment reconnaître leurs spécificités et partager des choses différentes en fonction de chacun. Et si l'un, au lutte d'entre eux, est plus difficile ou différent, ça ne remet pas en question l'amour parental. C'est les premières expérimentations d'amour inconditionnel. Et quand cet amour a dépassé l'affectif, il devient plus impersonnel. Il laisse l'enfant libre d'expérimenter, sans attendre des parents, confiants dans son évolution. Cette juste expression de l'amour doit s'étendre progressivement dans un mouvement toujours plus inclusif. Cette deuxième initiation est une étape difficile dans le cheminement de la conscience. C'est un moment de crise interne où le sentiment de dualité entre la personnalité et l'âme est exacerbé. La résolution de cette dualité sera définitivement réalisée avec la troisième initiation.
Elle demande beaucoup de renoncement et un engagement sans faille pour l'ensemble. Et l'une des difficultés secondaires mais majeures est qu'elle nous décale vis-à-vis du plus grand nombre, et donc de nos familles ou nos amis, toujours focalisés et dirigés par l'émotionnel. Voilà, vous pouvez maintenant donc faire un petit point sur votre émotionnel. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et au mois prochain avec le thème « Découvrir l'inconnu ». Merci et à bientôt.